Il est l'un des penseurs les plus reconnaissables du XXe siècle, tant par son style physique que par le côté novateur de son travail scientifique. Il a passé sa vie à décrypter la folie, le crime et la sexualité. C'est un homme de caractère qui a voyagé aux quatre coins du monde et qui a milité auprès des faibles et des démunis. Derrière ses lunettes emblématiques et son magnifique crâne chauve se cache une vie plutôt méconnue. Vous l'aurez compris, aujourd'hui, Foucault je vous parle de Michel. Le petit Michel naît en 1926 à Poitiers. Alors déjà, avant toute chose, je trouve que c'est assez perturbant d'imaginer un bébé s'appeler Michel. Et ça a failli ne pas être le cas, puisque son grand-père s'appelle Paul Foucault, son père s'appelle Paul Foucault, et lui-même devait s'appeler Paul Foucault, jusqu'à ce que sa mère insiste pour ajouter Michel dans le tas. Je précise, j'ai un doute sur cette info, parce que sur les arbres généalogiques, grand-père c'était Paul Victor, le père c'était Paul André, mais en fait, André et Victor, il n'y avait pas le trait d'union, donc c'est sûrement un second prénom, mais je suis pas 100% sûr non plus. Sur certaines sources, il y avait le trait d'union sur le grand-père, Paul Victor. Voilà, mais a priori, tout le monde s'appelait Paul. Donc c'est le petit Paul Michel, qui naît à Poitiers en 1926, ce qui est un prénom tout aussi perturbant pour un bébé. C'est le deuxième de 3 enfants. Pour les curieux, sa sœur s'appelle Francine et son frère Denis. Son grand-père était chirurgien, son père l'était aussi, renommé même, à Poitiers, et la famille est donc économiquement très aisée. Il y a une nounou, une personne qui fait la cuisine, et même un chauffeur. Donc on a un début de vie très tranquille. Loin de ce qu'on a l'habitude de voir, je veux dire ce qu'on a l'habitude de voir dans les vidéos sur les philosophes. Et dans son lycée Henri IV, ça se passe plutôt bien aussi, puisque Paul Michel est nul en maths, mais il gagne des prix d'excellence en français, histoire ou latin. Sauf qu'à partir de la 3e, ses notes commencent à chuter de manière générale. On raconte qu'un professeur radical avait une dent contre lui, parce qu'il était fils de notable. Il change donc d'école, recommence sa routine des bonnes notes, et gagne encore des prix. Il traverse aussi une petite crise d'adolescence, et comme il ne s'entend pas très bien avec son père, il décide de mettre de côté le Paul de son prénom, pour devenir Michel Foucault. Comme je vous ai dit, à première vue, on pourrait croire que c'est une vie qui change des vies de philosophes qu'on a pu voir ensemble, qui sont plutôt dures, mais en toile de fond, c'est la Seconde Guerre mondiale. En 1942, Foucault rentre en terminale et voit son prof de philo se faire déporter par les Allemands. C'est une période qui va beaucoup le toucher et il en parlera avec le recul des années plus tard, en disant « Ce qui me frappe aujourd'hui, lorsque j'essaie de faire revivre ces impressions, c'est que presque tous mes souvenirs émotionnels sont liés à la situation politique. Je pense que j'ai ressenti là ma première grande frayeur quant à la mort. Je pense que les garçons et les filles de ma génération ont eu une enfance façonnée par ces grands événements historiques. Ils pesaient une vraie menace sur notre vie privée. C'est peut-être la raison pour laquelle je suis fasciné par l'histoire et par la relation entre l'expérience personnelle et les événements dans lesquels nous nous inscrivons. C'est là, je pense, le noyau de mes désirs théoriques. » Malgré les événements, Foucault réussit le bac avec la mention assez bien, et d'ailleurs pour l'anecdote, il n'a que 10 sur 20 en philo. Oui, j'en vois quelques-uns et quelques-unes qui sont rassurés là. Si. Il doit maintenant se choisir un avenir et son père veut qu'il suive la voie familiale en devenant médecin. C'est le moment où Michel va véritablement renier son côté Paul, puisqu'il refuse la médecine. Lui, ce qui l'intéresse, c'est l'histoire et la littérature. Heureusement, sa mère le supporte dans ce choix, elle sent que son fils a un potentiel et qu'il faut le laisser faire ce qu'il souhaite. Foucault va donc suivre une année d'Hippocagne, toujours à Poitiers, pour préparer l'examen d'entrée à l'École normale supérieure. C'est là qu'il goûte à la philosophie, grâce au cours de Moreau-Rebel, un professeur apparemment assez brouillon qui parle de Bergson ou Spinoza et qui donne cours sous forme de dialogue. C'est souvent Foucault qui lui donne naturellement la réplique, sous les regards perdus des autres étudiants. Il devient un garçon assez solitaire qui passe son temps à travailler et à lire. Une étudiante de sa classe raconte qu'un jour, ils ont marché pendant 15 minutes ensemble et que Foucault a dit « C'est la première récréation que je m'accorde cette année. » Voilà, une pause de 15 minutes sur un an. Il n'était pas là pour blaguer. Mais ça ne suffira pas, parce qu'il termine 101e après l'épreuve écrite, et seuls les 100 premiers peuvent continuer et faire l'oral. Il est déçu, mais il se promet de se représenter l'année suivante, et pour mettre toutes les chances de son côté, il décide d'aller se préparer à Paris. On est en automne 1945, lorsqu'il arrive à Paris, dans l'un des lycées les plus renommés de France, aussi appelé Henri IV. H4 pour les intimes. Et pour ceux qui suivent, oui, il est passé de Henri IV à Poitiers à Henri IV à Paris. C'est là qu'il se prend un choc en suivant les cours de Jean Hippolyte, un prof de philo, qui, pour l'anecdote, a aussi donné des cours à Jean d'Ormesson. Clairement, c'est la star des profs et le prof des stars. Foucault est habitué aux cours de Poitiers, mais là, c'est un autre monde qui s'ouvre devant lui. Hippolyte a une rhétorique extravagante et inspirée. C'est une période où la philosophie jouit d'un prestige très éclatant. Jean d'Ormesson, qui était donc étudiant, plus ou moins en même moment, disait que le 19e siècle avait peut-être été le siècle de l'histoire,
le milieu du XXe apparaissait consacré à la philosophie. La littérature, la peinture, les études historiques, la politique, le théâtre, le cinéma étaient aux mains de la philosophie. C'est dans ce contexte que Foucault se prend presque une claque existentielle devant la parole d'Hippolyte, qui est un spécialiste de Hegel. Devenu fan de philo, il réussit cette fois facilement l'épreuve écrite et orale et termine 4e du concours. Il est donc admis à l'école normale supérieure à la rue d'Ulm, l'ENS. Voilà. C'est une école de zinzin, faut être très très chaud pour y rentrer. Et donc là, changement, il doit vivre dans une colocation avec ses collègues normaliens, et pour lui qui a plutôt l'habitude du silence et de la solitude, c'est compliqué. Son mécanisme de défense, c'est de se moquer des autres étudiants de manière très agressive, et se dispute avec presque tout le monde, et donc rapidement détesté. Sa santé mentale est en déséquilibre au point qu'en 1948, il fait une tentative de suicide. Il va rester quelque temps dans une institution psychiatrique et à son retour, on lui donne le droit d'occuper une chambre tout seul à l'infirmerie de l'ENS. La solitude va le soulager un peu. Le médecin qui s'occupe de son cas dit que ses troubles de comportement viennent d'une homosexualité très mal vécue et mal assumée. Foucault est effectivement homosexuel dans une période où c'est très tabou. Les spécialistes en parlent comme d'une époque de la honte et de la clandestinité, où les lieux de drague et de rencontres ne sont fréquentés qu'à des heures très nocturnes, dans le secret. Foucault lui-même déclare « Dans ma vie personnelle, il se trouve que je me suis senti, dès l'éveil de ma sexualité, exclu, pas vraiment rejeté, mais appartenant à la part d'ombre de la société. C'est tout de même un problème impressionnant quand on le découvre pour soi-même. Très vite, ça s'est transformé en une espèce de menace psychiatrique. Si tu n'es pas comme tout le monde, c'est que tu es anormal. Si tu es anormal, c'est que tu es malade. » Ses camarades de cours, pour la majorité, ne savent pas que Foucault est homosexuel et que ça impacte son rapport social aux autres. Ils le trouvent étrange et très lunaire au vu de son comportement. Mais en même temps, ils reconnaissent le travailleur qu'il est. Tout le monde remarque sa culture et sa capacité de travail. Il est aussi intéressé par différents domaines. Il se renseigne sur la psychanalyse et la psychologie avec Freud. Par exemple, il fait passer le test de Rorschach aux rares étudiants avec qui il n'est pas en dispute. Il se penche aussi vers la littérature. Il lit Kafka, Faulkner et le français Jean Genet, qui traite d'homosexualité dans ses romans. Dans un contexte social où l'engagement politique est important, il rejoint le Parti communiste en 1950, mais malgré tout ça, il échoue encore une fois académiquement, en ratant l'épreuve orale de l'agrégation. Le doyen commente son passage en disant que c'est un candidat brillant, mais qui s'occupe plus de montrer son érudition que de parler du sujet de l'examen. Il est affecté par cet échec, et ses camarades trouvent ça anormal au vu de son talent. Mais Foucault n'est pas déterminé à briser son potentiel. Donc il se représente l'année suivante et termine cette fois 4e. Il est furieux de ne pas être premier et va même se plaindre au jury. Alors oui, pour ceux qui ont suivi, ça fait 2 fois que il échoue et il repasse et il est 4e. Donc le mec passe d'être refusé à péter un câble parce qu'il termine que 4e. Mais bon, dans tous les cas, il réussit l'agrégation et il commence à enseigner la psychologie à l'ENS à la demande du professeur Louis Althusser. Son éloquence fait parler de lui et beaucoup d'étudiants viennent assister à ses cours. C'est aussi le moment où il devient le centre d'un petit groupe d'étudiants normaliens communistes. Ils ont de longues discussions dans son bureau, qui est une ancienne discothèque désaffectée. Ils sont assez éloignés de la ligne officielle des communistes et des militants du parti. Et d'ailleurs, Foucault va vite quitter le parti, qui considère l'homosexualité comme un vice bourgeois et une déviance. En parallèle, Foucault enseigne 1 an à la Fondation Thiers, une institution qui aide les jeunes thésards. Il y va notamment parce qu'il aimerait lui aussi se lancer dans l'aventure d'une thèse. Donc il veut rentrer dans ce monde-là via la fondation. Il ne se voit pas continuer sa routine d'enseignant à l'ENS, mais une fois à la fondation, son caractère le rattrape. Il s'embrouille avec ses collègues et provoque des disputes. Il vit même une aventure amoureuse avec l'un d'eux, et quand ça se termine mal, il vole son courrier dans son casier. Bref, il est un peu en roue libre, il veut partir, la fondation veut qu'il parte, donc il s'en va. Cette fois, Foucault va connaître une série d'exils. Ça commence doucement en 1952. Foucault, alors âgé de 26 ans, devient assistant à l'université de Lille, toujours pour enseigner la psychologie. Mais il s'y déplace 2-3 fois par semaine et continue de vivre à Paris, où il travaille toujours à l'ENS. C'est à ce moment qu'il rencontre le compositeur Jean Barraquet, avec qui il va vivre une histoire d'amour assez orageuse. Foucault la décrit comme ça: adorable, laid comme un pou, follement spirituel. Me voici tout décontenancé à me sentir convié par lui à explorer un monde que j'ignorais encore, où je vais promener ma souffrance. On voit que la notion de souffrance teinte les relations de Foucault, même celles qui sont romantiques. Malgré cette histoire passionnelle, il étouffe dans le climat de la clandestinité qu'il vit en France, où il faut se cacher des regards, et l'enseignement l'ennuie de plus en plus. Il trouve donc un poste de conseil culturel dans une université à Uppsala, en Suède, où il va passer 3 longues années. Est-ce que ça le réussit plus ? Bah pas trop.
Il n'arrive pas du tout à s'habituer au climat glacial, et surtout son homosexualité est peut-être encore moins acceptée qu'à Paris. Il trouve le réconfort en se liant d'amitié avec les autres Français de l'université, et grâce à l'argent de sa famille, il essaie de mener une vie aussi agréable que possible. Il achète une magnifique Jaguar beige, ce qui ne va pas du tout avec son métier assez humble, et boit à outrance dans des restaurants, au point de tomber par terre quand il veut lever un toast. Mais il ne fait pas que profiter des excès de la vie suédoise. C'est aussi à Uppsala qu'il entreprend d'écrire sa thèse, loin de l'école normale supérieure. Comme il le dit, la seule partie réelle, le seul sol sur lequel on puisse marcher, la seule maison où l'on puisse s'arrêter et s'abriter, c'est le bien, le langage, celui qu'on a appris depuis l'enfance. J'ai décidé de réanimer ce langage, de me bâtir une petite maison de langage, dont je serai le maître et dont je connaîtrai les recoins. C'est en Suède qu'il prend l'habitude d'écrire 5 à 6 heures par jour. Il dira plus tard qu'il a commencé à écrire presque par hasard, par ennui, et qu'il est devenu prisonnier de cette activité. Lorsqu'il quitte la ville en 1958, il a presque fini d'écrire sa thèse. Mais il ne rentre pas. Il fait une escale d'1 an à Varsovie pour travailler au Centre de civilisation française, avant d'être inquiété par la police politique à cause de ses fréquentations. Il pose donc ses bagages à Hambourg pour quelque temps, toujours dans un travail similaire. Mais finalement, 5 ans après son départ en Suède, il revient à Paris, en 1960, pour défendre sa thèse appelée « Folie et déraison, histoire de la folie à l'âge classique ». Il y parle de la manière dont la culture occidentale a perçu et traité la folie, peut-être un intérêt en lien avec sa propre histoire et l'internement qu'il a traversé pendant qu'il était à l'ENS. Dans son travail, Foucault remet en question le langage de la psychiatrie, qui s'est emparé de la question de la folie, quitte à la monopoliser. Pour reprendre sa très belle formule qui définit son projet, il dit « Je n'ai pas voulu faire l'histoire de ce langage, plutôt l'archéologie de ce silence. » Trop beau. Donc, il veut étudier ce qui se cache derrière la folie. Il souligne un changement au XVIIe siècle, lorsque les fous ont été placés dans les hôpitaux aux côtés des criminels et des déviants. La folie a été exclue, enfermée et finalement traitée comme une maladie mentale. Pour qu'il puisse soutenir sa thèse à l'université, Foucault doit d'abord l'imprimer. Et il faut donc trouver un éditeur. Il rêve d'être chez Gallimard, comme Sartre, mais le livre est refusé, peut-être parce qu'il contient trop de notes de bas de page. On lui propose d'être édité aux Presses universitaires de France, PUF, mais Foucault souhaite quitter le ghetto des thèses. À côté de ça, il admire la réussite de Claude Lévi-Strauss et comment il a refusé la séparation classique entre travail universitaire et grand public. Du coup, il lui propose à plomb l'éditeur de Lévi-Strauss. C'est Philippe Ariès, qui dirige une collection là-bas, qui tombe sur l'ouvrage de Foucault et raconte « Un gros manuscrit m'est arrivé. Une thèse de philosophie sur les relations entre la folie et la déraison à l'époque classique, d'un auteur inconnu de moi. À le lire, j'ai été ébloui, mais il m'a fallu la croix et la bannière pour l'imposer. » C'est d'ailleurs ironique que ce soit lui qui ait poussé pour Foucault, parce que tout sépare les deux hommes. Ariès est catholique, intégriste, monarchiste, presque d'extrême droite, mais pourtant il repère le potentiel du travail. Foucault peut donc finalement défendre sa thèse, ce qu'il fait en 1961. Il conclut en disant « Pour parler de la folie, il faudrait avoir le talent d'un poète. » Ce à quoi Georges Canguilhem, membre du jury, lui répond « Mais vous l'avez, monsieur. » Petit frisson. D'ailleurs, pour l'anecdote, il faut présenter une petite thèse à côté de la grande, ce que Foucault fera sur l'anthropologie de Kant, et ce jury sera notamment composé de ce bon vieux Jean Hippolyte, celui qui lui avait donné le plaisir de la philo lors de ses jeunes années d'étudiant. La boucle est donc bouclée. Après la thèse, c'est une nouvelle aventure qui attend Foucault en tant que chargé de cours en psychologie à l'université de Clermont-Ferrand. Les étudiants le surnomment le dandy, avec ses costumes de velours noir et ses cols roulés blancs. Ceux qui l'avaient fréquenté pendant ses années d'étudiant s'étonnent de le voir aussi apaisé et calme. Il est devenu un enseignant qui fascine pendant ses cours. Il parle sans s'arrêter et marche de long en large sur l'estrade. La légende raconte qu'il est le seul professeur de l'histoire de l'université à être applaudi à la fin de chaque cours. Mais au bout de 5 années à Clermont, il se sent encore à l'étroit. En 1966, il publie Les mots et les choses, et d'ailleurs, il le publie cette fois chez Gallimard, et ça connaît un énorme succès de manière inattendue, puisque c'est un livre complexe à lire. Le Nouvel Observateur titre même « Foucault comme des petits pains », tellement le livre marche. Il rencontre donc le succès populaire à ses 40 ans et devient connu, au point qu'il commence à avoir des critiques célèbres, comme le réalisateur Godard, qui dit « Si je n'aime pas tellement Foucault, c'est parce qu'il nous dit « à telle époque, les gens pensaient ceci ou cela, et puis à partir de telle date, on a pensé que... » Moi, je veux bien, mais est-ce qu'on peut en être aussi sûr? C'est justement pour ça
que nous tentons de faire des films, pour que des Foucault futurs ne puissent affirmer de telles choses avec autant de présomption. Et Godard n'a pas réellement tort dans son analyse, puisque le livre de Foucault explore comment les structures de pensée ont évolué à travers l'histoire. Et d'ailleurs, lui aussi évolue. Malgré sa popularité qui explose, l'exil le démange à nouveau. Et il part s'installer 2 ans à Tunis pour enseigner la philosophie. C'est un moment de sa vie où il est très heureux. Le journaliste Jean Daniel, qu'il a rencontré là-bas, témoigne. Dans ce village, où il était heureux, personne ne le connaissait pour autre chose que son habitude à travailler dès l'aube devant les fenêtres de sa villa qui donnait sur la baie, et pour sa gourmandise à vivre et à aimer au soleil. À chacun de mes voyages, j'allais le chercher pour une promenade qu'il aimait longue, rapide, nerveuse. Dans ce décor, il paraissait fuir la philosophie. La littérature lui était un refuge. En plus, les cours de philosophie que Foucault donne à Tunis connaissent un grand succès. 200 personnes y assistent tous les vendredis. Et toujours fidèle à ses amis, il fait même inviter Jean Hippolyte par la faculté pour parler de Hegel et de la philosophie moderne. Elle devient touchante cette bromance. Même qu'avant de commencer sa présentation, Hippolyte dit « On a dû se tromper en m'invitant, parce que la philosophie moderne, elle est là », en désignant Foucault. Mais que quelqu'un fasse un film sur ces deux-là, voilà, c'est ça qu'on veut. Mais malheureusement, tout n'est pas toujours rose en Tunisie, et en 1967, beaucoup d'étudiants commencent à s'opposer au gouvernement en place. La répression est très dure, et Foucault va essayer de prêter main forte comme il le peut, en cachant des étudiants chez lui. Il veut même témoigner pendant leur procès, mais ça se passe finalement à huis clos. La prise de position de Foucault lui vaudra d'être averti plusieurs fois par la police, et même frappé. C'est un peu un piège qu'on lui tend, parce que c'est pendant qu'il dépose un de ses amants tunisiens chez lui qu'une voiture les force à s'arrêter, et il est alors frappé de manière très violente. Il ne sait pas si ce sont des policiers ou juste des gens que sa présence dérange, mais en tout cas, il se sent de moins en moins en sécurité. Le moment du retour approche rapidement. Lorsqu'il revient en France, 2 ans plus tard, après son arrivée en Tunisie, mai 68 vient de se terminer. Dans la foulée, il est choisi pour diriger la philosophie au centre universitaire de Vincennes, une institution qui a été créée suite aux événements de 68. C'est presque un laboratoire révolutionnaire, comme l'écrit Didier Héribon, philosophe et biographe de Foucault, qui dit que Vincennes va vivre au rythme des assemblées générales, des manifestations, des heurts avec la police, des batailles rangées entre communistes et gauchistes ou entre chapelles gauchistes. C'est un moment où le militantisme de Foucault se développe. Il devient un philosophe engagé, un homme des manifestations et de la lutte. Et il y a même une histoire qui raconte qu'il aurait lancé des projectiles sur des CRS lors d'une confrontation. Sa voix va encore s'amplifier, mais de manière plus sage, lorsqu'en 1970, il est élu au Collège de France, la plus prestigieuse institution universitaire française. C'est l'aboutissement d'un long processus, puisque 4 ans plus tôt, Hippolyte avait profité du succès de Les mots et les choses pour glisser l'élection de Foucault à l'ordre du jour. Malheureusement, le vieux prof meurt en 68 et ne pourra pas voir son ancien élève et désormais ami arriver au bout de ce projet. Foucault est élu à 43 ans et sa vie faite d'exil touche à son terme puisqu'il s'ancre au cœur de Paris. Il va donner cours pendant 14 ans avec l'aura d'une pop star universitaire. 500 personnes s'agglutinent dans un espace prévu pour 300 personnes. Vu le nombre de magnétophones qu'on lui tend après le cours, il ne peut pas prendre de questions. Comme il le dira, il faudrait pouvoir discuter ce que j'ai proposé. Quelquefois, lorsque le cours n'a pas été bon, il faudrait peu de choses, une question, pour tout remettre en place. Mais cette question ne vient jamais. En France, l'effet de groupe rend toute discussion réelle impossible. Et comme il n'y a pas de canal de retour, le cours se théâtralise. J'ai un rapport d'acteur ou d'acrobate avec les gens qui sont là. Et lorsque j'ai fini de parler, une sensation de solitude totale. C'est intéressant de noter comment cette solitude qui l'entourait quand il était lycéen est toujours présente, même au pic de sa notoriété. Le groupe rencontre un succès considérable et montre l'intérêt de Foucault envers le système pénitentiaire, ce qui va donner son livre le plus connu aujourd'hui, Surveiller et punir. Il y parle de l'évolution de la punition dans la société, puisqu'on y passe des supplices farfelus du XVIe siècle à l'enfermement silencieux. Didier Héribon commentera qu'il y a un ensemble de mesures pour quadriller, contrôler, mesurer, dresser les individus, les rendre à la fois dociles et utiles. La société de la discipline se déploie par les notations, les rangs, les examens, la surveillance. En réaction à ça, Foucault imagine son livre comme une boîte à outils, et il espère que les gens vont y piocher une idée, une phrase ou une analyse pour comprendre et donc casser les systèmes de pouvoir. Foucault allie la théorie à la pratique, puisque après ce livre et le GIP, il multiplie les actions subversives. Il rejoint par exemple Sartre lors d'une manifestation contre le racisme.
ce qui a donné la célèbre photo où ils sont côte à côte. Pour autant, Foucault se différencie de Sartre, il n'adhère à aucun mouvement politique, même s'il est très proche des maoïstes. Il fréquente aussi une autre star, le chanteur Yves Montand, avec qui il tente de faire arrêter l'exécution de 11 militants en Espagne. Le mec reste international. Son côté globetrotter le rattrape définitivement quand il se rend en Iran comme journaliste en 1978 pour suivre la révolution contre le Shah en place. Il voit ce soulèvement d'un bon œil, mais il n'arrive pas à prédire que ça va mener à un nouveau régime autoritaire. Il sera assez critiqué pour cette erreur de jugement, mais il y en a une autre, bien plus grave, qui est le texte qu'il signe en 1977, aux côtés de Sartre, Derrida, Barthes et bien d'autres. C'est un texte qui veut décriminaliser les rapports sexuels entre les adultes et les enfants de moins de 15 ans. Alors, selon les journalistes Fiona Moradam et Cécile de Carvas-Doué, qui ont écrit un article sur les intellectuels français et la pédophilie, Foucault signe parce qu'il a peur qu'interdire la pédophilie mène à interdire l'homosexualité. Pour lui, les deux pratiques sont à l'époque mises sur le même plan par la société. Alors bien sûr, il a totalement tort sur le sujet, et il va donc contribuer à la parole pro-pédophile de l'époque. Cette parole s'est totalement effondrée au début des années 90, et on a reconnu les actes pédophiles pour ce qu'ils sont, des crimes. Les intellectuels signataires, comme Sartre ou Foucault, portent le soutien qu'ils ont donné comme une marque très sombre sur leur héritage. Pour revenir à sa vie, après l'Iran, Foucault se rend au Japon pendant quelques temps pour s'initier aux techniques du zen, mais sa dernière découverte majeure sera la Californie, où il enseigne à l'université de Berkeley. C'est là qu'il goûte au LSD, lui qui possède des plantes de cannabis sur le balcon de son appart à Paris, et surtout, il vit une homosexualité plus libre. Il fréquente même des boîtes SM, et c'est à partir de ce moment-là qu'il va souvent arborer un perfecto qu'il portera aussi à Paris. La communauté gay américaine est bien plus nombreuse et organisée que celle en France. Ce mode de vie lui convient très bien, et il se sent enfin réconcilié avec lui-même. Il parle désormais de venir s'installer en Californie, mais le projet ne restera qu'un rêve pour lui, puisqu'il est victime du sida, si fréquent dans les communautés homosexuelles à l'époque qu'on l'appelait le cancer gay. En 1981, on lui mentionne l'existence de cette maladie mortelle qui touche les homosexuels, et il répond « Un cancer qui toucherait exclusivement les homosexuels ? Non, ce serait trop beau pour être vrai. » C'est à mourir de rire. Mais 2 ans plus tard, il se sent de plus en plus épuisé et malade. Foucault passe ses derniers mois à travailler avant de s'éteindre en juin 1984, à 57 ans. 3 mois auparavant, il donnait son dernier cours au Collège de France, et comme il n'avait pas eu le temps d'exposer tout ce qu'il voulait comme matière, il a prononcé ces mots simples aux auditeurs, comme un adieu avant l'heure. Voilà, écoutez, j'avais des choses à vous dire sur le cadre général de ces analyses, mais enfin, il est trop tard. Alors merci. Peut-être qu'un jour on fera une vidéo sur sa philosophie, j'en sais rien, mais en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Pour terminer, j'ai un petit fun fact. Est-ce que vous connaissez le point commun entre Diogène de Sinope et Michel Foucault? C'est Clean My Mac. Eh oui, ils ont le même sponsor. Est-ce que c'est pas dingue ça? En plus, ça remonte, c'était une des premières vidéos sur les histoires des philosophes. Quelle époque. Mais par contre, depuis, Clean My Mac a une nouvelle version que j'ai pu tester et que j'adore. Clean My Mac, c'est un logiciel que j'utilise depuis déjà quelques années qui permet de prendre soin de votre Mac. Il est à la fois hyper simple et hyper complet. C'est approuvé par Apple, il y a plus de 29 millions de téléchargements et ça fait 16 ans que c'est sur le marché, donc c'est fiable. Mais là, il y a une très grosse mise à jour. Les fonctionnalités historiques comme la protection contre les virus ou le nettoyage de votre Mac sont améliorées. Et pour le nettoyage, le nouveau Clean My Mac permet de supprimer jusque 27% de déchets supplémentaires. C'est par exemple le cache system, les restes de développement et les fichiers inutiles qui peuvent facilement occuper trop d'espace. À titre perso, il me propose de supprimer des trucs que l'ancienne version ne faisait pas, comme par exemple des doublons dans mon dossier téléchargement ou bien des doublons de photos. Et il propose lui-même d'ailleurs quelles photos supprimer, et pour le moment, il s'est pas trompé. Il y a un autre truc qui est nouveau aussi, c'est l'assistant. En gros, il scanne le Mac dans son ensemble et donne des pistes d'optimisation par rapport à comment vous l'utilisez. Par exemple, il me dit que mon Mac n'a pas été redémarré depuis 8 jours et que ce serait bien que je le fasse. Visuellement, le nouveau dashboard est hyper intuitif et stylé. Je suis fan et franchement, je m'attendais pas à un tel upgrade. C'est pas une petite mise à jour et c'est parfait pour rafraîchir son ordi. Et vous trouverez un lien dans la description pour avoir un essai gratuit de 7 jours. Merci à Clean My Mac d'avoir sponsorisé cette vidéo. N'hésitez pas à l'essayer et merci à vous de l'avoir regardé. Love, peace, ciao.